Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité pour lequel nous recevons aujourd'hui Françoise Nicolas. Bonjour. Bonsoir à vous. Vous êtes ex-fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et il vous est arrivé une histoire peu commune dont nous allons tâcher de retracer le fil dans ces grandes étapes. Tout commence en 2008 où vous êtes nommé pour un premier poste à l'étranger à Cotonou, au Bénin, à l'ambassade. Tout Vous, à fait. vous aviez un poste, du coup, vous aviez réussi un concours de catégorie B du ministère. Et pour quel type de poste vous étiez affecté? Alors, j'ai été affectée au 1er juillet 2008 à l'ambassade de France au Bénin en charge d'un petit service, le service des bourses d'études, missions et invitations. Donc, un tout petit service qui se trouve au sein du gros service d'action et de coopération culturelle de l'ambassade. Je gérais ces dossiers qui étaient associés à un budget. Voilà. Et assez vite, donc environ quelques mois, environ un an plus tard, vous découvrez tout un système de malversation, ce que vous appelez des dossiers fantômes. Voilà, tout à fait. En fait, la première année, j'ai mis de l'ordre dans le service, donc mis en place des bases de données qui me permettaient d'avoir une gestion très rigoureuse des dossiers. Et au bout d'un an, il y a eu un changement de hiérarchie. Et je me suis rendu compte très vite, grâce à cette organisation en amont, que un grand nombre de dossiers étaient vides. C'est- Et ça, c'est quelque chose qui est intervenu à ce moment-là? Qui est Ou c'est intervenu. à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que c'était déjà le cas auparavant? Disons qu'auparavant, en mettant de l'ordre dans le service, j'avais repéré quelques petites anomalies, mais enfin des choses pas bien méchantes. C'était 3 dossiers identiques, 3 dossiers papier identiques pour une même personne, un même objet, donc qui laissait à penser qu'il y avait peut-être eu 3 fois le versement de la même bourse, mais bon, ça n'allait pas bien loin. Tandis que à partir du moment où il y a eu un changement de hiérarchie, là, je me suis rendu compte, grâce à ces bases de données mises en place, qu'un très grand nombre de dossiers étaient imputés sur le budget de l'État, mais que ces dossiers étaient des dossiers fantômes. Donc il y en avait un nombre suffisant pour écarter l'hypothèse d'erreur comptable. Oui, tout à fait. C'était là sur la période de 4 mois qui m'a concernée, c'était 80-90 dossiers quand même en tout. Et ça représentait des montants de quel ordre? En dizaines de milliers d'euros, de centaines, plus? Plus près de la centaine de milliers d'euros, oui. En cumulé? Oui, en Ouais. cumulé, en cumulé, en cumulé, en cumulé. Donc, je veux dire, pour bien expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un dossier Alors, un fantôme? dossier, oui, alors, pardon, je n'ai pas expliqué. C'est par exemple ces missions, ces invitations. Ces missions, c'était des Français qui venaient travailler au Bénin, et les invitations, c'était le contraire des Béninois qui étaient invités en France. Donc, tout cela se correspondait à des dépenses imputées sur le budget de l'État, mais évidemment, en amont, je recevais les bénéficiaires, je montais le dossier, je leur demandais qui ils étaient, où ils allaient, d'où ils venaient, etc. Donc, en finale, donc, il y avait donc un billet d'avion, le séjour en France ou au Bénin, et qui correspondait à une imputation sur le budget de l'État. Et à un moment donné, grâce à ces bases de données, je me suis rendu compte de ces dossiers fantômes parce qu'il y avait bien des imputations sur le budget de l'État, mais en parallèle, il y avait des dossiers vides. C'est-à-dire qu'en fait, on dépensait de l'argent, mais il n'y avait pas de boursier. Voilà. Pour des boursiers qui n'existaient pas. Voilà. C'était des dossiers fantômes. Et où allait l'argent alors, selon vous? Je ne sais pas. Et si vous aviez accès aux documents comptables, vous pouviez retracer, non? Oui, j'ai une idée parce que je me suis renseignée sur le sujet, donc j'ai cru comprendre que cela impliquait toute une organisation, effectivement, pour que cela se passe de façon fluide. Mais vous pouvez pas en dire plus parce que vous avez pas d'éléments assez probants. Des personnes qui connaissent le système de l'intérieur m'ont donné des pistes pour m'expliquer comment fonctionnait ce système, qui a priori est un système rodé, bien connu, parce que, pour le dire clairement, le dossier, le service que je gérais, donc des bourses, missions, invitations, on me l'a expliqué plus tard, est par tradition la caisse noire des ambassades, ce que j'ignorais, et donc d'où les dossiers fantômes. Voilà. Qui s'apparenterait à du détournement de fonds publics. Oui, moi j'appelle ça des détournements de fonds publics parce que des dépenses publiques, enfin des dépenses sur le budget de l'État qui correspondent à des dossiers vides, j'appelle ça, oui, des détournements de fonds publics. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte
donc de ça. En fait, je m'en suis rendu compte à partir du moment où cette nouvelle hiérarchie est arrivée. Et donc, en comparant un logiciel officiel d'imputation sur budget de l'État et mes bases de données, je me suis rendu compte de ces dossiers fantômes. J'ai expliqué que ça me posait problème, que j'allais devoir résoudre les mystères que je constatais. Évidemment, en retour... Vous l'avez expliqué à qui? À ma hiérarchie. C'est-à-dire, vous commencez à faire des j'ai commencé à faire des mails parce que cette nouvelle hiérarchie, à un moment donné, me demande des comptes sur la gestion de mon service. Et je lui en rends et je lui précise très vite que je me rends compte que un certain nombre de dossiers qui sont supposés être de ma responsabilité sont des dossiers fantômes, que je ne comprends pas ce qui se passe, que je vais devoir mener des investigations pour comprendre ce mystère. Voilà, et donc tout a commencé comme ça. Et là, donc, quand vous parlez de votre hiérarchie, à quel niveau? Quelle hiérarchie? La hiérarchie, c'était le responsable du service de coopération et d'action culturelle. Voilà. En France? À l'ambassade de France au Bénin. Pendant 3-4 mois, j'ai écrit régulièrement à cette hiérarchie pour lui expliquer pour marquer par écrit quelle était la situation, à savoir ces dossiers vides que j'avais identifiés dès le mois de septembre 2009, mais qui en fait n'ont fait que prospérer au cours des mois suivants parce que cette nouvelle hiérarchie de fait m'avait expliqué oralement qu'elle confiait mes dossiers à une des secrétaires du service, une recrutée locale béninoise qui par ailleurs avait en charge le secrétariat de 5 assistants techniques. Donc comment est-ce qu'elle réussissait l'exploit de remplir ces dossiers, de traiter ces dossiers qui moi me prenaient un temps fou et me faisaient travailler 6 jours et demi par semaine. Eh bien, elle réussissait le miracle parce que les dossiers étaient vides. Je l'ai mentionné, je l'ai développé dans des mails pendant plusieurs mois, et au bout de 4 mois, j'ai écrit à l'administration centrale à Paris, à mon correspondant gestionnaire, pour demander conseil, et en expliquant que se posait un problème de responsabilité, de contrôle de la dépense publique, que effectivement ces dossiers avaient été confiés oralement à cette secrétaire locale, mais que moi, dans les faits, j'en étais responsable, et cela m'inquiétait. Oui, officiellement, vous en étiez toujours responsable. Officiellement, j'en étais toujours responsable. C'est ce que je précise lorsque je me suis adressée à l'administration centrale, que j'avais été déchargée de ces dossiers oralement, mais que par ailleurs, j'étais bien présentée à l'extérieur comme étant toujours la responsable de ces dossiers. Et fondamentalement, j'avais été affectée par le ministère des Affaires étrangères sur ce poste en conséquence. J'étais payée en conséquence pour un travail qui m'échappait complètement. On vous répond quoi? L'administration centrale ne m'a pas répondu. Du tout? Non. Vous avez écrit J'ai écrit début décembre 2009 à l'administration centrale. Je n'ai pas reçu de réponse. Dans les mois qui ont suivi, j'ai informé régulièrement mes avocats et le syndicat qui m'assistait à l'époque de tout ce qui se passait à l'ambassade et de tout ce à quoi j'étais confrontée. On avait essayé de vous écarter en fait, avant l'arrivée de cette nouvelle hiérarchie. On avait essayé de m'écarter, clairement. Ensuite, l'enquête et beaucoup de choses se sont fait jour, ont montré effectivement la machination, les écrits même clairement diffamants de l'ambassadeur écrits à mon sujet, donc qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire, etc. Donc il y a eu quand même des choses très lourdes, très précises, documents à l'appui. On va y venir ensuite, mais alors tout bascule en 2010 quand vous avez une terrible agression au sein de l'ambassade d'une collègue, voilà, qui, sans témoin, vous agresse physiquement dans son... Alors, sans témoin, si, il y a eu témoin, justement. Donc, en fait, ce que dit le ministère, c'est qu'il n'y en avait pas. Évidemment, il l'a licencié. Oui. Il a licencié le seul témoin direct oculaire de mon agression. Donc, oui, donc on a évoqué donc le piège de juin 2009, mon retour en septembre 2009, nouvelle hiérarchie, les dossiers fantômes, etc. Décembre 2009, j'écris à l'administration centrale pour dire qu'est-ce que je dois faire. Je n'ai pas de réponse. Et janvier 2010, je reprends mes fonctions et je suis à Faune. Et là, je trouve, c'est-à-dire à Faune, j'explique, je ne pouvais pas prononcer un seul son, je ne communiquais que par écrit. Voilà, c'est médicalement établi de maintes façons. Et là, je découvre à l'ambassade une ambiance anormalement hostile.
de la part de ma collègue, de la part de ma hiérarchie, et je n'y prête pas attention parce que je suis malade, que j'essaie malgré tout, comme je suis en train d'organiser un concours pour des médecins, j'ai du travail et je ne veux pas lâcher mon poste, donc je m'accroche et voilà, mais je ne peux pas prononcer un son, etc. Et je suis confrontée à cette hostilité, à cette ambiance absolument anormale, donc voilà, qui est documentée de maintes façons. Et puis le matin du 14 janvier 2010, alors que je suis assise à mon bureau, absorbée à décrypter des instructions envoyées par Paris pour l'organisation du concours, eh bien, je vois dans mon champ de vision ma collègue se lever et elle s'est approchée de moi, m'a frappée avec un objet. Donc voilà, j'ai pas compris ce qui se passait. Elle a tenté de me crever les yeux. J'ai mordu sans savoir ce que je mordais. Donc j'ai voulu appeler au secours. Évidemment, aucun son n'est sorti de ma bouche. Et puis elle m'a étranglée jusqu'à l'asphyxie. Je me suis vue mourir. Je ne pouvais pas appeler au secours. Et c'est à ce moment-là que, par chance, un agent d'entretien est entré dans le bureau et a réussi à arracher mon agresseur à mon cou. Je suis tombée à terre, voilà, donc il y a eu... Et peu après cet épisode douloureux, l'agent d'entretien est licencié. La personne qui m'a sauvé la vie, l'agent d'entretien, a été licencié peu après par l'ambassade, voilà, sans avoir été auditionné. Vous avez plus jamais eu de contact avec lui ? Je l'ai revu une fois, parce que donc j'étais agressée le 14 janvier et rapatriée disciplinaire une semaine après. Et dans l'intervalle, j'ai été ramenée à mon bureau parce que j'étais très blessée, je ne tenais pas seule debout, donc j'étais ramenée à mon bureau avec une personne de chaque côté me maintenant debout. Hein, je l'ai vu à cette occasion et il m'a fait signe qu'il était allé à l'étage supérieur de l'étage de la chancellerie, l'étage où il y a l'ambassadeur et autres, qu'il avait fait il m'a fait ce signe-là. C'est la dernière fois où je l'ai vu. Et ensuite, j'ai cherché à le retrouver et un collègue m'a écrit qu'il avait été licencié peu après de l'ambassade. Et donc, cette collègue qui vous a... D'abord, vous dites, elle vous a d'abord frappé avec un objet. C'était quoi comme objet ? Alors, l'objet, c'était un cintre qu'elle avait accroché à la porte de notre bureau qui était cassé. Donc, c'était un cintre pour vêtements d'homme dont la base était large, mais la base était cassée, donc ça le rendait coupant. Et elle s'est approchée de moi et m'a frappée à la tête. Et bon, j'ai des photos également qui montrent que je suis blessée dans le décolleté, au sein, etc. Puis ensuite, donc, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc, on s'est accroché nos corsages respectifs. Et à un moment donné, elle m'a plaqué contre les étagères qui étaient derrière mon bureau et j'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux et voilà, etc. En fait, c'était ses ongles. Elle cherchait à me crever les yeux avec ses ongles à l'africaine, c'est-à-dire des ongles artificiels qu'elle avait très longs. Voilà. Et donc, c'était qui cette collègue ? C'était la secrétaire à qui on avait confié les... Non, du tout. C'était une des deux autres recrutées locales béninoises du service. Et quand vous dites que vous avez été rapatriée disciplinaire, comment ça, rapatriée disciplinaire ? Parce que c'est paradoxal, vous êtes blessée ? Parce que j'ai été rapatriée disciplinaire parce que j'ai été accusée et je le suis encore d'être l'agresseur de ma collègue. Et puis sa fameuse plainte pénale, elle a disparu, donc elle n'a jamais été traitée. Mon avocat béninois a mené l'enquête et l'a établie. Donc voilà, donc et j'ai bien été rapatriée disciplinaire puisque bon, j'ai des documents en conséquence et d'ailleurs drôle de protection parce que j'ai été rapatriée en l'espace de quelques heures, une semaine après l'agression. Concrètement, ça veut dire que j'ai quitté mon domicile soutenu par deux personnes, puisque comme je le rappelle, j'étais très blessée, je ne tenais pas seule debout, je n'ai même pas pu faire une valise. J'ai quitté mon domicile avec des vêtements légers, je suis arrivée telle quelle en plein hiver en Bretagne, quoi. Donc j'ai tout abandonné, j'ai abandonné mon domicile, mes biens, je n'ai jamais été indemnisée d'un centime d'euro. Puisque là, il y a même pas de plainte en fait, vous dites que votre avocat, il a retrouvé aucune plainte, donc vous êtes considérée comme agresseuse par qui ? Par le ministère des Affaires étrangères.
par l'ambassadeur donc que je mets en cause. Et cet ambassadeur est soutenu depuis 11 ans, voire davantage, par l'administration du ministère des Affaires étrangères. Alors vous avez vécu justement pendant plus de 10 ans, de début 2010 à votre retour en France à maintenant, un véritable parcours du combattant judiciaire, disciplinaire, administratif. On va revenir sur quelques étapes qui en sont assez emblématiques. Je voudrais vous parler de vos relations avec le défenseur des droits, Jacques Toubon. Vous l'avez sollicité, il vous a d'abord plutôt bien reçu, puis ensuite déçu, c'est ça ? Non. Alors, oui, Jacques Toubon, alors l'histoire est intéressante. Enfin, justement, ça va me permettre d'évoquer le fait que depuis 2010, j'ai obtenu le témoignage de mon premier chef de bureau, donc qui était très content de mes services, et qui m'a expliqué il y a 4 ans maintenant que il en a témoigné que lui avait eu conscience de détournement, avait eu en main les preuves comptables de détournement à l'échelle de l'ambassade en me qualifiant de pivot du dispositif. Il en avait fait rapport à l'époque, donc à l'été 2009, à la DRH du ministère des Affaires étrangères et à l'Élysée. À l'époque, la conséquence de ce rapport avait été que ce premier chef de bureau avait été écarté provisoirement du ministère des Affaires étrangères. Et pendant sa courte traversée du désert, il avait été aidé par son ami de l'époque, Jacques Toubon, qui l'avait engagé dans son équipe en septembre 2009. À l'époque, Jacques Toubon était responsable de la mission de commémoration des indépendances africaines. Donc Jacques Toubon, voilà. Quelques années plus tard, Jacques Toubon se trouve être défenseur des droits. Et avec la loi Sapin II qui est votée, donc la loi Sapin II, il faut expliquer, c'est une loi qui a... La loi Sapin II, c'est une loi qui a été votée en 2016, qui est supposée protéger ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les gens comme moi qui signalent des dysfonctionnements qu'ils constatent dans le cadre de leur relation de travail et qui en récoltent des représailles, comme je le vis. C'était une des dispositions de la loi qui luttait contre la corruption. Voilà, et normalement, donc cette loi Sapin II, votée fin 2016, stipule que le défenseur des droits est le protecteur naturel des lanceurs d'alerte et que, voilà, donc c'est vraiment le chevalier blanc. Et évidemment, lorsque cette loi a été annoncée, votée, j'ai tout de suite saisi le défenseur des droits, Jacques Toubon, avec document à l'appui. Et donc, il se trouve que mon dossier a été instruit donc de 2016 à 2018 par les services du défenseur des droits, que pendant ces 2 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Toubon, effectivement, à l'occasion d'un événement qui se déroulait à l'OCDE. Nous avons échangé dans un couloir et j'ai eu l'occasion de lui mentionner mon dossier qui était dans ses services et surtout de mentionner le nom de son ami qui avait eu des difficultés justement après lui avoir fait un rapport sur les détournements à l'échelle de l'ambassade, aidé par Jacques Toubon. Donc du coup, Jacques Toubon, intéressé par mon histoire. Ah bon, répétez-moi votre nom. Voilà, donc ça m'avait valu un courrier manuscrit de Toubon quelques jours plus tard. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, Jacques Toubon a effectivement clôturé et classé sans suite mon dossier de lanceur d'alerte en m'écrivant « Vous auriez signalé des dépenses fictives, vous auriez été agressé, mais comme vous auriez agressé votre collègue, tout ce qui se passe depuis 10 ans, c'est normal, voilà. » Il est tout mis au conditionnel. Voilà, c'est ça. Je ne sais combien, au moins, dans sa lettre de 3 pages, il doit utiliser 12 fois le conditionnel. Facile. D'accord. Et c'est pas la seule personnalité à laquelle vous avez été confronté, puisque vous avez, entre autres, phrases violentes qu'on vous a assénées dans votre quête de vérité et de justice, si l'on peut dire. Il y a eu cette phrase d'un psychologue du ministère des Affaires étrangères qui vous a dit « Vous n'avez pas joué le jeu ». Ah oui, alors, tout à fait, absolument. Vous n'avez pas voulu jouer le jeu. Oui, tout à fait. Alors donc le commentaire de ce psychologue fut
Bah, finalement, oui, vous êtes arrivé dans une ambassade organisée sur un mode dysfonctionnel, tel un chien dans un jeu de quilles, et vous n'avez pas voulu jouer le jeu. Et de là, ce qui s'est passé, c'est classique, c'est normal. Il en est resté à ce constat-là. Il en est resté à ce constat. Il m'a ensuite, dans la suite de l'entretien, il m'explique qu'il va effectivement tout faire pour m'aider et qu'il va en parler en interne parce qu'effectivement, c'est pas normal que finalement je m'en tire bien. Oh là là, heureusement, j'ai survécu. Hein. Mais évidemment, quelques mois plus tard, il prendra sa retraite et comme d'autres, ne tiendra pas sa promesse de m'aider. Et à l'époque, la fameuse DRH du ministère des Affaires étrangères s'appelait Nathalie Loiseau, qui sera ensuite directrice de l'ENA, ministre et tête de liste aux européennes pour La République En Marche. Nathalie Loiseau a été directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères de 2009 à 2011. Ensuite, pendant un an, elle a été encore au niveau au-dessus, c'est-à-dire directrice générale de l'administration. Et donc, à ce titre, Nathalie Loiseau a été destinataire à 12 reprises de courriers amiables ou officiels de mes avocats. Mais on vous a reproché de l'avoir mise en cause seulement une fois qu'elle est devenue une personnalité publique, que finalement, avant ça, vous la désigniez pas tant que ça dans vos dossiers. Alors, à l'époque, c'est faux, puisque qui connaissait Nathalie Loiseau auparavant ? Moi, j'ai retrouvé mon premier contact avec un journaliste, c'était fin 2010 avec un journaliste de Libération et un commentaire sur le site de Libération, donc fin 2010 à l'occasion d'un dossier sur le harcèlement moral dans les postes diplomatiques où j'explique clairement ce qui s'est passé avec la DRH du ministère des Affaires étrangères. Oui, vous la nommez pas parce que son nom n'est pas connu. Personne ne la connaissait, mais finalement, moi, ce dont je témoigne, c'est d'un système. Nathalie Loiseau, elle a été à un moment DRH et elle est emblématique, mais au-dessus d'elle, il y avait toute une hiérarchie aussi. Laurent Fabius, le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères à l'époque était Pierre Sellal, qui vient d'être nommé président du club Le Siècle, succédant à Olivier Duhamel. Enfin, ce sont des gens qui se connaissent, hein, c'est un tout petit monde. Et donc, toute cette médiatisation, finalement, ça n'aboutit à rien. Non, la médiatisation n'aboutit à rien. Enfin, n'aboutit à rien, du moins. Ça n'a pas généré d'enquête. Non. Vous avez dans votre parcours judiciaire, vous n'avez pas noté d'éléments nouveaux. Non, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête ni sur les dépenses fictives, ni sur mon agression. Et d'ailleurs, cette circonstance-là d'absence d'enquête a été soulignée de façon très officielle par un syndicat début 2013, adressé donc justement au successeur de Nathalie Loiseau, parce que juste après son départ, ce qui n'est pas un hasard, mais vraiment donc dès début 2013, un homme, parce que c'est pas un syndicat, c'est un homme, a eu le courage d'écrire un courrier au DRH du ministère des Affaires étrangères en posant les faits de façon très factuelle, en disant qu'effectivement, qu'il n'était pas normal, qu'il n'y ait pas eu d'enquête suite à mes signalements de dépenses fictives, suite à mon agression, que j'étais placardisée, qu'on ne m'aidait pas au plan, on ne m'aidait pas dans le cadre de mes démarches judiciaires, enfin de justice, et qu'au contraire, tout était fait pour me briser, et que ce n'était pas correct. Dès début 2013. Donc, et les ministres changent et rien ne se passe. Ah, les ministres changent, je dirais que ma situation n'est allée qu'en se dégradant. Là, j'en suis à mon 6e ministre des Affaires étrangères et la situation n'est allée que de mal en pis. Puis, après avoir parlé à Laurent Fabius, je lui avoir adressé 3 phrases début 2013, j'ai été isolée au bout d'un couloir avec un travail officiel qui me prenait 15 minutes par mois. On m'a refusé 76 changements de poste. C'était quoi les 3 minutes avec Laurent Fabius qui vous a valu Les 3 minutes avec Laurent Fabius. Alors, Laurent Fabius est venu le 23 janvier 2013 pour son unique visite sur le site de Nantes des Affaires étrangères. Et donc voilà, plein de monde dans le hall du bâtiment principal. Et moi, j'avais mis un t-shirt avec une des photos de mes blessures. Et donc, il s'est approché de moi. Je lui ai dit 3 phrases. Une phrase pour lui dire ce qui m'était arrivé, que j'étais placardisée. Et s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai écrit, je lui ai rappelé que quelques mois plus tôt, je lui avais demandé audience.
parce que effectivement, il y avait eu l'alternance politique et j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce changement de régime. Et Laurent Fabius m'a écouté, voilà, avec un sourire. Et puis là, dit à ses collaborateurs, des noms connus aussi, mais bon, voilà, occupez-vous de. Voilà. Et puis, ça a été tout vu. 2 mois plus tard, j'avais dans ma boîte une note administrative me faisant grief de ma façon de servir, c'est-à-dire qu'on me reprochait de parler de mon agression à mes collègues et que la conséquence, c'était que ma placardisation était encore plus sévère. Finalement, vous avez aggravé votre cas. J'ai aggravé mon cas, donc on me disait quelles allaient être mes fonctions là désormais, c'est-à-dire j'allais lister les congés des gendarmes qui avaient travaillé en ambassade pour leur permettre de leur bénéficier de bonification de retraite. Donc concrètement, c'est un travail qui me prenait 15 minutes par mois, voilà, et que ça a été, c'est terrible à vivre. De toute façon, pas fournir de travail fait partie d'un harcèlement professionnel moral caractérisé. Oui, aujourd'hui, c'est un critère. Tout à fait, mais même, cela a duré quand même ce travail officiel de 15 minutes par mois a duré 3 ans. Avant que je ne craque, la dernière année, j'avais pris des responsabilités bénévoles à l'échelle du ministère des Affaires étrangères, à savoir que j'étais secrétaire de l'association des œuvres sociales du ministère et que, au contraire, je disais, mais donnez-moi, je prends les gros dossiers, les dossiers compliqués, les dossiers complexes, au contraire, pour gagner une légitimité et mériter mon salaire aussi. Et puis, mais en fait, j'étais isolée au bout d'un couloir. Les gens ne me parlaient pas, ne me répondaient pas. Je saluais mon chef de bureau chaque jour à l'autre bout qui ne me répondait pas. C'est la placardisation, indépendamment du fait de l'absence de travail et autres, à le vivre au quotidien, c'est terriblement destructeur parce que c'est tout un ensemble de vie sociale et les gens voient bien comment vous êtes traités et vous êtes une pestiférée, une paria et on ne veut pas être vu à vous parler. Et est-ce que vous avez le sentiment que l'administration vous a abandonné parce que vous utilisez des mots, vous parlez de Jacques Toubon, vous dites qu'il vous a sacrifié. Pour vous, l'administration ne sait pas protéger ses employés, ses fonctionnaires? En tout cas, moi, dans mon cas, du tout. Aux Affaires étrangères, nous sommes 2 lanceurs d'alerte à nous battre pour le moment. Le deuxième n'est pas du tout actif sur les réseaux sociaux, mais nos cas sont similaires. Moi, la protection moi, j'ai perdu ma maison, j'ai abandonné tous mes biens, et j'ai perdu mon métier, j'ai tout perdu dans cette histoire. La protection fonctionnelle m'a d'abord été refusée au titre de la raison d'État, parce on l'a pas évoqué, mais la personne qui a tenté de me tuer est officiellement protégée par l'État français parce que elle a un amant aux relations haut placées et qui lui donnait de par cet amant qui lui donnait des liens familiaux avec les chefs d'État béninois et togolais. Et donc, même l'ambassadeur a mentionné dans son télégramme diplomatique. Mais c'est totalement officiel. Moi, je l'ai découvert. Que vous pesiez pas grand-chose par rapport à elle, voilà. si on peut dire. C'est ça. Moi, je l'ai découvert. Je savais qu'elle avait un amant. Et en fait, il s'est avéré que Marcel, c'était un homme qui était très connu sur le continent parce qu'il était beau-frère de 2 chefs d'État africains, le chef d'État béninois, le chef d'État togolais, et que ce monsieur qui était l'amant de ma collègue, dans les heures qui ont suivi l'agression, il est intervenu de tout son poids auprès des autorités françaises pour protéger sa maîtresse et demander ma tête, mais il a fait intervenir aussi des ministres du gouvernement béninois en ce sens. Il a fait intervenir également d'autres autorités béninoises. Ça, vous en avez eu des éléments mais je l'ai découvert. Mais bien sûr, je l'ai découvert quelques mois plus tard, parce que quand j'ai contesté devant un tribunal ma mutation d'office en France et l'abandon de tous mes biens quand même, donc que j'ai lu la défense du ministère des Affaires étrangères devant le tribunal et que j'ai découvert que l'amant de ma collègue était un homme aux relations puissantes et que effectivement le fait que ma collègue ait des liens familiaux via son amant avec des chefs d'État, ça justifiait tout ce qui m'était arrivé, mon rapatriement disciplinaire brutal, l'abandon de tous mes biens, ma placardisation, etc.
lorsque j'ai découvert ça en 2011, mais je suis tombée de ma chaise, littéralement, mais je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Sauf que ça a été suivi par un tribunal, sauf que ça a été validé par le Conseil d'État et que ça m'a été opposé plusieurs fois avec raison. Mais c'est-à-dire, il est marqué concrètement qu'il y a des enjeux diplomatiques. Alors oui, tout à fait. Alors dans les considérants de tribunaux, il est mis pour c'est un motif d'intérêt général, le maintien des bonnes relations diplomatiques entre la France et le Bénin. Donc sacrifié sur l'autel de la raison d'État. Oui, la raison d'État qui est à bon dos quand même. Est-ce que vous pensez, pour finir une dernière question, que ce genre de situation pourrait se reproduire aujourd'hui pour quelqu'un d'autre, que dans beaucoup d'ambassades de France, un peu partout dans le monde, il pourrait y avoir ce genre de système où... qu'il y ait ce genre de système, ça je n'en doute pas une seconde. Mais bon, qui irait oser en parler? De toute façon, moi, si j'en parle, c'est parce que finalement, j'avais une naïveté certaine lorsque je me suis trouvée confrontée à ces circonstances, une naïveté qui s'explique de maintes façons, mais une naïveté certaine. J'ai survécu, j'étais agressée, on a tenté de me tuer, clairement. J'ai survécu. Donc, depuis, effectivement, j'ai été abandonnée, voire même pas, plus qu'abandonnée, j'étais broyée par mon administration et je ne me laisse pas faire et j'accumule les éléments concrets pour étayer mon propos. Et pour vous, aujourd'hui, l'administration serait encore inapte à traiter ce genre de problème en interne? De toute façon, je pense inapte à traiter ce genre de problème, je ne sais pas, parce que c'est sûr que tout le monde se tait, hein. Donc il y a un deuxième lanceur d'alerte aux affaires étrangères qui a fait un signalement article 40 sur un détournement de 7,5 millions d'euros dans une ambassade d'Amérique du Sud. Il a été radié comme moi en 2018. Donc lui, c'était sa conscience parce qu'il était heurté. Mais là, dans une réponse au gouvernement, et dans une réponse récente d'une question posée au gouvernement, donc le ministère des Affaires étrangères se félicite d'avoir mis en place une démarche initiée par la loi Sapin 2, donc qu'on évoquait tout à l'heure, comme quoi oui, il y a des dispositifs d'alerte et tout ça, que depuis 3 ans, aucun agent titulaire du ministère des Affaires étrangères n'a fait marcher cette disposition. Vous pensez, le message est clair. Le message est clair. Oui. C'est sur ces mots que nous terminerons ce défi de la vérité. Merci beaucoup, Françoise Nicolas, d'avoir pu exposer votre histoire et votre vérité. À bientôt sur France Soir pour une nouvelle émission. Et n'hésitez pas à réagir sur francesoir.fr. Merci. Au revoir. Merci de m'avoir reçu.